Coupure d'électricité. Ils sont bloqués à la maison. Le silence est lourd. Ils allument des bougies. Dînent en silence. Puis Gabriel éteint la radio. Tu veux parler? Sarah. Non. Je veux t'écouter. Il lui raconte ses doutes. Sa peur de ne pas suffire. Son envie de la protéger, mais aussi de se sentir vue autrement. Sarah, pleurant. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais là quand tout le monde est parti. Ne laisse pas le monde t'emporter maintenant. Ils s'embrassent, se prennent dans les bras, et dans l'obscurité douce des bougies, ils font l'amour. Pas pour réparer, mais pour renaître. 3 semaines après la tempête, la paix semble revenue. Mais une chose reste en suspens, la lettre de la mère de Raphaël. Gabriel l'a lue. Et depuis, il observe Sarah différemment. Il n'a pas oublié qu'elle est allée seule à l'hôpital, sans le prévenir. Un soir, alors qu'il prépare un dîner, elle le sent tendu. Tu veux dire quelque chose? Gabriel, calme, distant. Je veux savoir pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais le voir. Tu t'es confié à tout le monde, sauf à moi. Elle repose sa fourchette. Parce que j'avais peur que tu crois que je ressentais encore quelque chose pour lui. Et c'est le cas. Silence. Pas parce qu'elle hésite, mais parce que la question l'écrase. Ce que je ressens pour lui, c'est du vide. Une absence de haine. Mais ce que je ressens pour toi, c'est ce qui me fait respirer. Il baisse les yeux. Le doute est un poison lent. Et il coule en lui depuis trop longtemps. Les semaines passent. Ils continuent de s'aimer. Mais différemment. Moins de gestes tendres. Plus de silence. Un jour, Sarah reçoit une offre, devenir avocate principale d'un cabinet international, basé à Genève. Une carrière prestigieuse. Un rêve ancien. Elle hésite. En parle à Gabriel. Ce serait pour 1 an. Juste 1 an. On pourrait s'organiser. Tu viendrais parfois. Il la regarde, lève un sourcil. Tu veux sauver le monde, Sarah. Mais qui va nous sauver, nous? Elle serre les dents. Se lève. Je ne suis pas une femme à mettre dans une cage dorée. Tu m'as aimé pour ma force. Ne me la reproche pas maintenant. Gabriel, la voix cassée. Je t'ai aimé parce que je pensais qu'on serait plus forts ensemble. Mais j'ai peur qu'on vive côte à côte, sans plus jamais marcher dans la même direction. Au petit matin, Sarah ferme sa valise. Chaque fermeture éclair est un claquement sec, une ponctuation finale à des mois de tension contenue. Gabriel est dans l'encadrement de la porte. Il ne dit rien. Il tient une tasse de café entre ses mains, mais ne la boit pas. Sarah, en rangeant un dossier. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai besoin de cette aventure. J'ai besoin de retrouver une part de moi. Gabriel, sans colère. Et moi, j'ai besoin de rester. Pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que j'ai besoin de te voir choisir notre vie. Et pas toujours fuir vers la prochaine version de toi-même. Elle s'arrête. Le fixe. Sarah, ce n'est pas une fuite. C'est une mission. Je veux défendre des femmes dans le monde entier. Tu savais que je ne serais jamais classique. Gabriel, voix grave. Et moi, je ne voulais pas t'enchaîner. Juste t'avoir avec moi quand le monde devenait trop bruyant. Elle s'approche. L'embrasse. Pas un baiser de faim. Un baiser lourd de souvenirs. De reconnaissance. Sarah murmure. Je t'aime. Ça, rien ne le changera. Mais elle part. Et il reste. Sarah découvre Genève. Les montagnes, les lacs, les bureaux de verre, les réunions en anglais, les voyages express à Zurich, Bruxelles, Berlin. Chaque soir, elle envoie un message à Gabriel. Il répond. Parfois. Mais jamais de longs appels. Les conversations s'épuisent. Elle s'endort seule. Il s'endort seul. Ils rêvent l'un de l'autre. Mais les kilomètres deviennent des silences. Gabriel, de son côté, se replonge dans la gestion de la fondation. Il entraîne les équipes de sécurité, participe à des conférences. Mais un vide l'habite, comme une pièce manquante dans une maison trop grande. Un jour, il reçoit une invitation à Genève, pour une conférence, organisée par Sarah.
Il y va, le cœur en feu. La conférence se déroule dans un hôtel luxueux. Sarah est splendide dans un tailleur blanc cassé. Elle parle avec éloquence d'un nouveau projet pour défendre les femmes migrantes. Gabriel entre dans la salle. Elle le voit. Son cœur s'arrête une seconde. Après la conférence, elle l'invite dans sa suite. Ils ne se sautent pas dans les bras. Ils s'observent, comme deux versions lointaines d'un passé très proche. Tu rayonnes, mais je ne reconnais plus l'odeur de ta peau. Et moi je me demande si je suis devenue trop grande pour le foyer qu'on a construit. Silence. Elle sert du vin. Il le refuse. Je ne t'en veux pas, mais je n'ai plus envie de t'attendre. Elle hoche la tête. Les larmes montent. Alors on se quitte ici? Après tout ça? Gabriel, voix tremblante. Non. On se retrouve plus tard, quand nos routes ne seront plus en guerre. Un an passe. Sarah termine son contrat. Elle refuse une offre à New York. Elle revient. À l'aéroport, personne n'est là. Elle ne l'a pas prévenu. Elle veut juste rentrer. Elle se rend à la fondation. Entre discrètement. Revoit les bureaux, les visages. Respire. Dans la salle de repos, elle voit Gabriel, en train de parler à une jeune survivante. Sa posture, son calme. Tout est intact. Mais plus mûr. Plus affirmé. Elle n'ose pas s'avancer. Elle reste dans l'ombre. L'observe. Jusqu'à ce qu'il la voie. Leurs regards se croisent. Tout explose. Il pose ses notes. S'approche lentement. Gabriel, chuchotant. Je savais que tu reviendrais. Pas pour moi. Pour toi. Mais j'ai gardé ma porte ouverte. Sarah, en larmes. Et moi, j'ai arrêté de courir. Ils s'enlacent. Doucement. Sans bruit. Comme deux continents qui se rejoignent enfin, après des années de dérive. Sarah écrit un livre. Titre, Aimer sans se perdre. Elle raconte l'histoire de deux âmes entières, indépendantes, qui ont appris à marcher ensemble, sans se diminuer. Elle et Gabriel vivent à nouveau ensemble. Pas dans un conte de fées, mais dans une réalité belle, brute, tissée de compromis, d'espace, d'amour solide. La maison de Sarah et Gabriel, nichée à l'orée d'un bois clairsemé, semble presque figée dans le temps. Une brume douce glisse entre les arbres. Les murs sont blancs, la toiture patinée. Il est 6h47. Le silence est presque sacré. Dans la cuisine ouverte, Gabriel, torse nu sous une chemise en coton froissé, prépare le petit déjeuner. Il aligne les bols, coupe le pain avec une lenteur rituelle. On sent dans ses gestes une forme de gratitude. Il est présent, pleinement. Sarah descend. Elle porte un pull large couleur noisette. Ses cheveux sont lâchés. Elle sourit à peine, mais ses yeux disent « Je suis chez moi. Je suis revenu. » Tu t'es levé tôt. Tu veux qu'on aille courir? Gabriel, en souriant. J'ai déjà couru. Toi, t'as besoin de repos. Tu vas encore sauver le monde aujourd'hui. Elle s'installe. Ils boivent leur café en silence, côte à côte. Un chat s'étire sur le rebord de la fenêtre. Tout est calme. Mais dans cette paix fragile, une tension sourde. Un calme avant la tempête. Le bureau de Sarah est épuré, moderne. Des piles de dossiers sur les femmes qu'elle aide chaque semaine. Mais aujourd'hui, un dossier rouge est posé seul sur la table. Une nouvelle affaire. Awa, 23 ans, réfugiée érythréenne, accuse un ministre français en poste d'agression sexuelle lors d'un gala humanitaire. L'homme en question est Didier Valran, ministre de la Défense, homme de réseau, de pouvoir, intouchable. Sarah lit le témoignage d'Awa. Les mots sont simples, sincères, bruts. Mais les noms et les lieux, c'est explosif. Elisa, rentrée depuis quelques mois, assagit. Tu vas la défendre? C'est une bombe. Tu vas être attaquée de partout. Sarah, sans hésiter. Si on ne défend pas celle que le pouvoir écrase, alors à quoi sert notre fondation? Gabriel est allongé, torse nu, les mains croisées derrière la tête. Sarah entre, fatiguée. Je prends l'affaire Awa. Il se redresse. Gabriel. Valran? C'est un serpent. Il a détruit des gens pour moins que ça.
Je sais. Mais j'ai aussi promis de ne plus jamais me taire. Il la regarde longuement, puis hoche la tête. Alors je te protège. Jusqu'au bout. Même si ça me coûte. Il s'enlace. Mais dans ses yeux, une ombre, il sait ce qui arrive quand on défie l'État. La fondation reçoit un courrier anonyme. Pas d'adresse. Pas de timbre. À l'intérieur, une photo de Sarah et Gabriel au restaurant, suivie d'un message écrit à la main. Rappelle-toi que le silence protège ceux qu'on aime. La vérité les enterre. Sarah, en lisant, reste figée. Gabriel, derrière elle, serre les poings. C'est un avertissement. Ce genre de note, j'en ai déjà vu quand je bossais pour le gouvernement. C'est l'œuvre d'un groupe de couverture. Des anciens militaires ou agents de sécurité d'État. Elle se tourne vers lui, déstabilisée. Tu as travaillé avec eux. Gabriel, hésitant. Je n'ai jamais été qu'un pion. Mais j'ai vu ce que ces hommes sont capables de faire. On n'en sort pas indemne. Un camp humanitaire. Des enfants, des cris, des soldats. Gabriel, alors garde du corps pour une ministre humanitaire, voit une fillette emmenée par un homme en uniforme. Il hésite. Il intervient. Il reçoit un coup. Mais il arrache l'enfant. 2 jours plus tard, il reçoit l'ordre de partir. Il est rayé des missions, à haut risque. Trop éthique. Trop humain. Tu as été viré pour avoir sauvé une enfant. Parce que j'ai brisé un accord de silence. Et je sais que Valran était lié à cette opération. Silence. Tous les fils s'entrelacent. La boucle se ferme. Sarah comprend. Ce combat est aussi celui de Gabriel. Depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Sarah dort. Gabriel est debout à la fenêtre. Il regarde la forêt. Il sait ce qui les attend. Il écrit une lettre. Pose une clé USB dessus. Puis il éteint la lumière. Dehors, la pluie tape contre les fenêtres. Sarah regarde la télévision où un débat politique fait rage. L'affaire Awa commence à filtrer dans les médias. Des rumeurs, des noms floutés, des suppositions. Un expert en plateau déclare. Cette vague de plaintes contre les hommes puissants. Parfois, on se demande s'il ne s'agit pas de vengeance personnelle. Sarah serre les dents. Gabriel arrive, mouillé, un parapluie à la main, tenant une boîte métallique qu'il a trouvée en fouillant dans leur cave, à la demande de Jalil. Il l'ouvre. À l'intérieur, des lettres, des photos, un ancien badge de sécurité d'État, et un dossier noir avec le nom du père de Sarah. Gabriel, posant le badge. Ton père n'était pas qu'un comptable de ministère. Il faisait partie d'un cercle de lanceurs d'alerte. Ils enquêtaient sur les ventes d'armes illégales. Sarah se fige. Elle prend une lettre. Si je meurs, ce ne sera pas un accident. Dis à Sarah que ce combat vaut plus que ma vie. En lettre signée, R. Delcourt. Elle tombe sur le canapé. Les larmes aux yeux. Sarah murmure. Il savait. Et il m'a protégée, même en mourant. Il parle à une caméra. Fatigué. Déterminé. R. Delcourt. Il nous surveille. Mais la vérité finira toujours par trouver une voie. Ma fille est encore jeune. Mais un jour, elle comprendra pourquoi j'ai choisi de ne pas me taire. Sarah entre dans la salle de conférence. Toute l'équipe est là. Elisa, Jalil, les nouvelles recrues. L'atmosphère est tendue. Le combat que je mène n'est plus seulement pour Awa. C'est pour mon père. Pour Gabriel. Pour toutes celles qu'on a réduites au silence. Mais tu sais que cette guerre se gagnera avec des preuves. Pas des discours. Gabriel entre. Il tient une enveloppe scellée. On a une piste. Une vidéo. Elle montre Valran en présence de 3 témoins disparus, dont un lié à l'opération militaire où ton père est mort. Ils se regardent tous. Silencieux. Terrifiés. Mais unis. Sarah se rend à une adresse indiquée par la mystérieuse femme au téléphone. Une vieille dame ouvre. Elle a les mêmes yeux qu'elle. Elle s'appelle Claire Delcourt. 62 ans. Fille cachée du père de Sarah, d'une relation en Haïti lors d'une mission humanitaire. Il m'a protégée de loin. Il envoyait de l'argent. Des lettres. Puis un jour, plus rien. Et j'ai compris que quelque chose l'avait détruit.
Claire remet à Sarah une autre boîte. À l'intérieur, des photos inédites, une cassette audio et un carnet de notes. Sarah, assise, écoute la voix de son père sur la bande. Ils ont des noms, des comptes, des documents. Si quelqu'un tombe sur ces mots, je vous supplie, faites-le pour les femmes qu'ils ont brisées. Sarah rentre bouleversée. Elle pose les objets sur la table du bureau. Sarah, à Gabriel. Je ne veux plus être celle qui subit. Je veux être celle qui détruit leur système. Mais au même moment, la porte explose. Des hommes en noir masqués envahissent la fondation. Ils fouillent. Ils menacent Elisa. Jalil se bat. Gabriel maîtrise 2 assaillants. Sarah se réfugie dans son bureau, détruit la clé USB. Les hommes repartent sans rien. Mais la fondation est en ruine. Gabriel, épuisé. Ils ont attaqué en plein jour. C'est un message. Le prochain coup ne sera pas symbolique. Sarah a décidé de porter l'affaire devant un juge international, après que les juridictions françaises se soient déclarées incompétentes. Gabriel, en costume sombre, entre avec Hawa. La jeune femme tremble. Des journalistes, des caméras. C'est un moment historique. Sarah se lève. Elle prend la parole. Sarah, dans un calme tranchant. Mon nom est Sarah Delcourt. Et je parle aujourd'hui au nom de toutes les femmes que l'on a fait taire par le mépris, la menace ou la peur. Je parle pour mon père, qu'on a assassiné pour avoir dit la vérité. Pour ma sœur, qu'on a cachée. Pour mon mari, qu'on a tenté de faire taire. Pour Hawa, qui a survécu. Et pour celles qui ne pourront jamais parler. Sarah regarde la ville en silence. Gabriel l'enlace par derrière. Tu crois qu'on tiendra? Sarah, sans hésiter. Oui, parce que maintenant, le monde nous regarde. Et on ne reculera pas. Un éclair fend le ciel. Une alarme hurle. Sarah se redresse d'un coup, réveillée par des cris étouffés et une odeur de fumée. Elle descend en courant. La cuisine est en flammes. Une vitre brisée. Une bouteille d'essence brisée au sol. Un cocktail Molotov. Gabriel court éteindre le feu. Elle appelle les pompiers. Mais c'est trop tard. Une partie de la maison est perdue. Les secours parlent d'un acte criminel. Aucune trace des coupables. Sarah regarde leur bibliothèque calcinée. Les dossiers détruits. Une larme coule. Gabriel, voix cassée. Ils nous l'ont dit. Et ils l'ont fait. Jalil part à Bruxelles pour protéger un témoin. Elisa se cache à Marseille. Hawa est envoyée dans une maison protégée par Interpol. Sarah et Gabriel quittent la ville. Direction un vieux chalet en montagne appartenant à la famille de Claire, la sœur de Sarah. Ils roulent toute la nuit. En silence. Gabriel, en conduisant. J'ai mis une balise sur la voiture. Si on disparaît, tu enverras le signal. Disparaître? Tu crois qu'ils iront jusqu'à? Il ne répond pas. Le chalet est froid. Isolé. Le réseau ne passe pas. La neige recouvre tout. Ils allument le feu, vivent à la bougie. Ils lisent. Ils parlent. Lentement. Comme s'ils apprenaient à revivre dans le silence. Tu crois qu'on est devenus des fugitifs? Gabriel. Non. On est devenus dangereux. Parce qu'on a réveillé des vérités qui dormaient. Un soir, il danse sur une vieille chanson. Pieds nus sur le parquet. Elle pose sa tête contre lui. Sarah, chuchotant. Je suis effrayée. Mais jamais je n'ai aimé aussi profondément. Gabriel. Moi non plus. Et c'est pour ça qu'on survivra. Une vidéo est diffusée, Valran, lors d'un gala, en train de menacer une femme dans un salon privé. La vidéo a été piratée et remise aux médias par un groupe anonyme. Des mots s'affichent à la fin. La vérité est plus forte que le pouvoir. Le pays explose. Manifestation. Débat national. Le président suspend Valran. Une commission parlementaire est ouverte. Sarah, Gabriel, Elisa, Jalil et Hawa se retrouvent dans les locaux rénovés. Ils accueillent les premières victimes dans le nouveau bâtiment, une aile dédiée aux lanceuses d'alerte. Mais une lettre arrive sur le bureau de Sarah. Un scellé judiciaire. Une convocation devant le tribunal militaire. Gabriel est accusé de violation de secret défense pour avoir remis des preuves aux journalistes. Sarah est interdite de plaider. Elle assiste au procès, impuissante. Gabriel, en uniforme,
se tient droit. Il refuse de renier ses actes. Gabriel, au juge. J'ai choisi de trahir le silence pour honorer ma conscience. S'il faut me condamner, je l'accepte. Mais sachez que je ne regrette rien. Il est reconnu coupable. Peine, 6 mois de prison ferme, à exécuter dans une unité spéciale. Sarah est dévastée. Il l'embrasse une dernière fois avant d'être emmené. Tu es mon héros. Même si le monde t'emprisonne. Je t'attendrai. Les jours passent. Sarah continue son travail. Elle publie un livre, Silencieuse, qui devient un manifeste. Elle visite Gabriel chaque mois. Ils se parlent par lettres. Ta voix me manque. Mais ton silence écrit des chapitres entiers dans mon cœur. Gabriel. Elle fait adopter Awa par une famille engagée. Elle inaugure un centre en mémoire de son père. La nation commence à changer. Un matin de juin, Sarah attend devant l'unité spéciale. Le portail s'ouvre. Gabriel sort, fatigué, amaigri. Mais droit. Elle court vers lui. Il lâche son sac. Ils s'embrassent longtemps. Sans un mot. Le monde s'arrête autour. Sarah, j'ai tenu bon. Et toi aussi. Maintenant, viens, on a des années à vivre. Sarah, sur scène. Elle parle devant une salle comble. Le silence tue. La peur emprisonne. Mais la vérité libère. J'ai aimé un homme que la vérité a blessé. Et il m'a aimé au point de m'y suivre. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des survivants. Nous sommes des bâtisseurs. Dans le public, Gabriel, en costume, la regarde. Ému. À ses côtés, Awa, Claire, Elisa, Jalil et des dizaines de femmes.